docteur de recherche en philosophie au CNRS, auteur l'an passé des Affects de la politique, paru au Seuil, qui ressort début février au Point. Collaborateur du Monde diplomatique, qui héberge aussi son blog, La Pompe à Finance. Il y publie ce mois-ci Macron, décodeur en chef, où il dénonce, après celle des géants du net, la mainmise de l'État sur l'information. Et j'ai un peu résumé. Bonjour Frédéric Lordon. Bonjour. On va développer. Pourquoi le terme même de fake news est-il si controversé aujourd'hui? Comment vous définissez les fake news? Écoutez, moi ce que je trouve très intéressant, c'est que cette espèce d'invraisemblable circus qu'ont été les Fake News Awards de Trump offre la démonstration par l'absurde de l'ineptie complète de ce thème qui est voué à terminer comme ça, dans des confusions désastreuses. Alors en réalité, pour essayer de reposer le problème de manière un peu moins catastrophique, je pense qu'il faut bien voir que cette catégorie des fake news demande à être située et discutée dans deux plans assez différents, qu'il faut vraiment bien distinguer, si vous voulez, sauf à tomber dans des confusions qui sont très préjudiciables au débat politique. Le premier plan est ce que j'appellerais un plan de trivialité. Les fake news comme simplement exigence d'établissement correct des faits. Mais qui pourrait refuser son accord à une évidence élémentaire pareille? Évidemment, le journalisme commence avec l'établissement correct des faits. C'est même une de ses vocations. Donc si vous voulez, cette préoccupation-là doit être infuse dans toutes les organisations médiatiques. Bon, je veux dire, rien à dire. Point suivant de l'ordre du jour. Alors, en réalité, le point suivant de l'ordre du jour, c'est que précisément, lorsque la catégorie des fake news quitte ce plan de trivialité et commence à tourner folle sur elle-même, à acquérir une sorte d'autonomie complètement détachée de ce qui lui avait donné naissance, on se voit franchir quasiment des seuils obsessionnels. Si vous voulez, ça prend un caractère d'obsession. Et le fait que c'est un caractère d'obsession est attesté par le simple fait que c'est devenu le mot de l'année, tout le monde dit fake news sur toutes les chaînes, on n'arrête pas d'en parler, de nous tympaniser avec ça. Mais il y a quand même une question à poser, c'est pourquoi faire le mot de l'année avec des choses qui en réalité sont vieilles comme l'espace public, qui sont vieilles comme le débat public. Depuis qu'il y a un espace public, oui, il y a des fausses nouvelles, il y a des rumeurs propagées, il y a des calomnies, il y a de la diffamation, il y a des fadas qui errent dans des réinterprétations conspirationnistes du monde, etc., etc. Donc, si vous voulez, là, il y a bien un phénomène, mais qui n'est pas celui qu'on croit. Pour moi, le phénomène, c'est pas tellement celui des fake news, c'est celui du discours obsessionnel sur les fake news. Et ça me paraît plus important. Et le mot d'année, c'était pas fake news, hein, c'était post-vérité. Alors oui, c'était l'année précédente, hein, post-truth. À mon avis, fake news est très bien parti. Hein. Et moi, ce que je crois, c'est que ce phénomène de l'obsession pour les fake news demande à être analysé sous deux angles. Il y a le phénomène comme symptôme et le phénomène comme image. C'est-à-dire, de quoi l'obsession pour les fake news est-elle le symptôme et de quoi l'obsession pour les fake news est-elle l'image, mais l'image renversée. Alors, je dis juste un mot là-dessus parce que je ne sais pas si on aura le temps d'y revenir après, j'y tiens assez. Ce qui me semble caractéristique dans ce discours obsessionnel sur ou contre les fake news, c'est ce que j'appellerais sa vulnérabilité par autoréférence. J'entends par là... si vous appliquez au discours anti-fake news ses propres schèmes et ses propres opérations, si vous les lui appliquez réflexivement, l'effet est dévastateur. On s'aperçoit par exemple que dans les grandes institutions qui se déclarent avoir vocation à traquer les fake news, c'est-à-dire les organisations médiatiques et désormais le gouvernement, si vous voulez, sont elles-mêmes d'intenses propagatrices de fake news. Enfin, tout le discours de la politique Macron est une gigantesque fake news. Bon. De même, les anticomplotistes semblent ne pas se rendre compte que dans le cours de leur procès, ils déploient des schèmes intellectuels qui sont ceux du complotisme même. On pourrait même rajouter un troisième thème qui semble très différent, mais qui en réalité est connexe et complète le paysage, qui est celui de la radicalisation. Vous voyez, en voie de radicalisation. Bon. Pardonnez-moi, j'ai un souvenir, c'était un hiérarque socialiste spécialement fâcheux. C'était Jean-Marie Le Guen. Jean-Marie Le Guen, en 2016, avait dit que Cécile Duflot était en voie de radicalisation. Je pense que ça devait être à l'occasion de la loi El Khomri, etc. Mais, pardonnez-moi, mais par quelque bout qu'on prenne la personne estimable de Cécile Duflot, pour la trouver en voie de radicalisation, il faut déjà avoir soi-même franchi quelques seuils dans le processus de sa propre radicalisation. Alors laissons la radicalisation de côté, oui, parce qu'avec les mauvaises ou les fausses nouvelles et avec la question de la vérité, on en a suffisamment à développer. On va passer donc au point suivant du Lordon du jour. Comme vous dites, Frédéric Lordon, cette question de la vérité. Vous nous avez longtemps expliqué que les politiques ne s'occupaient ou ne s'intéressaient plus suffisamment à la vérité. Comment vous regardez le fait qu'aujourd'hui, Emmanuel
Emmanuel Macron veuille s'en préoccuper, veuille s'y intéresser en envisageant un projet de loi qui ciblerait les fake news, qui, pour s'y intéresser aujourd'hui, qui, pour réguler cette question-là, est-ce qu'il peut revenir, d'après vous, à l'État de se faire grand fact-checker, juge de la vérité, en somme? Mais comment je le regarde avec une grande inquiétude. Je vais répondre directement à votre question là, mais on pourrait avoir avantage à faire le détour d'une discussion préalable sur les notions mêmes, vérité, post-vérité, etc. Il y a de quoi faire. Et c'est un détour qui, en réalité, serait vraiment utile pour montrer à quel point les bases intellectuelles de tout ce débat sont incroyablement friables. Alors, pour revenir au projet de loi Macron, que voulez-vous que je vous dise ? Ces malheureux décodeurs se plaignent sur les réseaux sociaux que je sois sur leur dos en permanence. Mais je veux dire, c'est pas l'effet de la mauvaise volonté de ma part. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à ce thème du moment où il a explosé dans le débat public, et c'était à la suite du combo Brexit-élection de Trump, où on a vu apparaître les premières références à la post-vérité, aux fake news, etc. Depuis lors, on a cessé de voir ce débat mal emmanché franchir des étapes, et il me semble qu'à chaque étape, il faut être là pour le dire, parce que si vous voulez, ça dessine une trajectoire, et une trajectoire qui ne va pas vers le meilleur. Donc la première étape, ça a été, après avoir dit, ah là là, il y a de la post-vérité, c'est le monde s'est établi en, comment dirais-je, en arbitre des élégances de vérité. Donc il a créé un propre département qui s'appelle le Décodex, et qui a entrepris d'attribuer des gommettes colorées, hein, pour les esprits simples, qui indiquaient les sites à ne pas fréquenter, ceux dans lesquels on pouvait avoir confiance, etc. Et c'était là déjà un premier pas qui était extrêmement inquiétant, et dont on a vu à quelle sorte de dérapage, d'amalgame et d'évacuation il pouvait donner lieu. Le Monde, le grand quotidien du soir, oui, donc voilà, qui a créé cette rubrique des décodeurs, dont vous dites qu'aujourd'hui ces décodeurs réencodent à leur manière aussi l'information. Oui, c'est ça, mais ça c'est tout l'effet de cette constellation intellectuelle qui en vient à installer la vérité, entre guillemets, comme le critère régulateur du débat public, en évacuant en fait tout ce qui fait l'essence même de la politique, c'est-à-dire le fait que le débat politique est interminable, qu'il n'est jamais stabilisable en quelque endroit que ce soit. Et d'ailleurs, là je reviens, si vous voulez, à une lecture un peu plus philosophique de la vérité. La vérité, sans vouloir rentrer dans la métaphysique ou la philosophie de la connaissance, la vérité, si vous voulez, c'est la figure de la nécessité dans le débat intellectuel. J'entends par là que lorsque la vérité est dite, c'est fini. C'est l'opérateur de la clôture dans une dispute. L'opposant, le contradicteur, est cornérisé, il est face à la vérité, et une fois que la vérité est dite et qu'il est en face de lui, il n'y a plus d'autre choix que de s'y rendre. Et vous voyez comme cette proposition-là consonne avec une autre qu'on connaît bien, hein, qui est « il n'y a pas d'alternative ». En effet, face à la vérité, il n'y a pas d'alternative de pensée. Et de la même manière que dans les politiques qui se réclament de la vérité, il n'y a pas d'alternative tout court. Vous voyez, donc c'est des opérateurs de fermeture des choix, de fermeture de la discussion, etc. Donc c'est pour ça que c'est intrinsèquement très problématique. Donc, juste pour résumer, Antoine, je voulais juste poser la question, si on vous comprend bien, ce journalisme post-politique qui s'attache à vérifier les faits et à mettre en place une vérité, crée de la dépolitisation, en tout cas ne permet pas de recréer un débat politique et démocratique sur des sujets importants. Donc cette réponse à la défiance des lecteurs va ne faire qu'alimenter une nouvelle défiance à long terme. Ah oui, là c'est vraisemblable, et c'est là qu'on se situe dans l'analyse symptomale ou symptomatique. Encore une fois, j'insiste, si vous voulez, tous ces thèmes, fake news, post-vérité, etc., demandent à être discutés, non pas séparément et indépendamment les uns des autres, mais en ne manquant pas de voir la constellation générale qu'ils dessinent et les effets politiques qui s'en suivent. Mais là, effectivement, si on s'intéresse non pas au phénomène des fake news, mais au phénomène du discours obsessionnel sur les fake news, en effet, il y a lieu de voir le symptôme de quelque chose. Bon, alors de quoi? Mais d'une crise manifeste de légitimité des autorités. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les autorités ne font plus autorité. Bon, ça, les autorités n'ont jamais aimé, hein, ne plus faire autorité. Bon, on est dans une situation, après la crise financière de 2008, et tous les effets qui se sont propagés, dont on n'a pas vu le bout, hein, croyez-moi, politiquement parlant notamment, hein, on est dans une situation où la crise d'illégitimité et de discrédit monte de tous côtés et affecte
tous les médiateurs autorisés, donc gouvernement, représentants politiques, médias, évidemment. Et comment le système... Alors voilà, le système, c'est le truc qui fait disjoncter, vous voyez, tout le monde. Ah mais non, il n'y a pas le système, etc. Bon, j'ai pas le temps, mais il faudrait faire des démonstrations que si, qu'il y a des systèmes sans ingénieur système. Vous voyez, c'est juste un peu plus sophistiqué qu'il y a le grand gourou qui tient les ficelles d'un bout à l'autre. Bon, voilà. Du coup, j'en ai perdu le fil de ce que ça tombe bien parce qu'Antoine avait vraiment une question à vous poser, et puis moi, je l'ai, je lui ai coupé la parole. Effectivement, c'était sur la visée, parce que vous disiez, il n'y a plus d'intermédiaire, et donc il y a le système veut survivre autrement. Mais, oui, ça y est, j'ai retrouvé. Oui, mais quand même, est-ce que je profite, puisque je me suis inséré dans la discussion, je profite pour dire, est-ce que ça pose pas tout de même aussi une question un peu difficile de savoir pourquoi est-ce qu'il n'y a plus d'intermédiaires et est-ce qu'on peut vivre sans ces repères, malgré tout, même s'ils sont critiquables, car la disparition des représentants de l'autorité peuvent créer précisément ces situations où on ne sait plus à quel sein se vouer, et il n'y a plus que des rumeurs, on ne sait plus identifier d'où viennent les informations. Oui, puisque j'ai retrouvé mon fil, je vais jusqu'au bout, il est très court et j'en viens à votre question. La réaction de ce qu'il y a lieu conceptuellement d'appeler le système est évidemment la pire qui soit, mais pour une raison simple qui tient à l'équation intordable dans laquelle il s'est mis. Et cette équation s'énonce ainsi: comment, si vous voulez, quelle stratégie adopter alors qu'on a l'intention bien arrêtée de ne rigoureusement rien changer? Et forcément, ça passe. Il n'y a que deux solutions qui sont: un, la disqualification de la critique, celle dont le flot monte irrésistiblement, et des opérations de diversion lancées avec plus ou moins de malignité, plus ou moins d'innocence, pour réorganiser tout le débat sur la légitimité des médiateurs ailleurs que là où il se pose véritablement. Donc, par exemple, autour de tout ce foin de fake news, de complotisme, etc. Non pas, encore une fois, que la chose n'existe pas. Personne n'a jamais dit ça. C'est ce qu'on en fait dans le débat politique. Alors maintenant, pour revenir à votre question... Attendez, juste là-dessus, excusez-moi, parce que j'avais l'impression, pour résumer, que vous dites que la vérité est en quelque sorte rabattue sur la matérialité, ce qui fait qu'il n'y a plus d'interprétation possible de cette réalité, et que du fait qu'il n'y ait plus d'interprétation, il y a un seul courant qui s'impose, et une dépolitisation complète, une déconnexion finalement de l'action des gens sur ce qui se produit. Une dépolitisation qui permet de faire continuer malgré tout ce que vous appelez le système de fonctionner. Alors oui, et c'est exactement pour ça que j'ai dit dans un papier ancien que toute cette discussion sur la post-vérité conduisait inévitablement à quelque chose comme une ère de la post-politique. Encore une fois, solidairement, si vous voulez, le thème de la vérité offensée, s'attache à celui, par exemple, de la fin des idéologies ou du réalisme, etc. Alors c'est là qu'on est effaré, parce que moi je me souviens de discussions, enfin de conversations dans les années 90 où je bataillais, vous voyez, contre cette imbécilité crasse de la fin des idéologies. C'est pas idéologique, non, mais non, moi je suis pas dans l'idéologie, etc., etc. Et puis j'avais cru que ce débat était classé. C'est une bêtise innommable. On en avait terminé avec ce truc. Et voilà, quelle fait résurgence. Dans un moment qui est tout sauf fortuit, encore une fois, hein, tout ce thème se réactive dans les suites de la crise financière, macroéconomique, qui a littéralement tout ébranlé. Je veux dire, tout est fissuré de partout. Donc, on injecte du ciment partout où on peut. Et en effet, il n'y a pas plus idéologique que le prononcé de la fin des idéologies. Normalement, c'est simple, vous voyez, comme idée. Enfin, il y a toujours un point de vue, il y a toujours une interprétation, etc. Et un point de vue, par définition, c'est une idéologie. Donc, l'idéologie est devenue un gros mot, alors que c'est l'élément même de la politique. Il faut se déclarer avec fierté et enthousiasme idéologue. Vous voyez, bon. Et le thème du réalisme, vous voyez, qui est extrêmement fréquent hein, dans le discours politico-technocratique, joue exactement de la même manière. Alors c'est là qu'il faudrait en revenir à ce schème de l'image inversée dont je parlais tout à l'heure, parce que là vraiment, je m'excuse, mais il y a à dire, c'est tellement beau, quoi. Les gens qui se déclarent réalistes sont, à l'heure actuelle, n'est-ce pas, qui se prévalent du réalisme, sont à l'évidence les gens qui ont avec la réalité le rapport le plus distendu. Je veux dire, regardez comment dirais-je, les politiques économiques qui ont dramatiquement échoué à partir de 2008
sont celles-là même qui ont été non seulement reconduites, mais approfondies et, pardonnez-moi le mot, radicalisées. Vous voyez, donc il y a quelque chose qui est tout à fait extravagant. Je vais prendre un exemple très précis. Emmanuel Macron était le rapporteur de la commission Attali, nommée par Sarkozy en 2007. La commission rend son rapport début 2008. On a 8 mois de crise financière dans la musette à ce moment-là. Parce que la crise financière, c'est pas Lehman Brothers, hein, ça commence en avril-juin 2007. Et le rapport qui paraît en janvier 2008 dit il faut que la place de Paris devienne la place financière de référence, il faut faire venir à nous les traders, il faut généraliser l'enseignement des mathématiques financières à l'université, etc., etc. Alors il y a Lehman Brothers, évidemment, ce discours est mis en veilleuse. Vous comprenez? Là, ça va devenir indécent de bêtises, ça va finir par se voir. Et voilà que 10 ans plus tard, le même Macron, passé de rapporteur ayant franchi toutes les étapes et président de la République, remet le couvert. On va ramasser les débris de la place de Londres. Ces imbéciles avec le Brexit, c'est nous qui allons devenir les caïds de la finance. On va faire revenir les traders, ça crée des emplois, etc., etc. Et ceci, au moment même où partout on voit surgir des indices multiples et concordants de ce que des bulles sont en train de se former. Je vous dis, ces gens-là ont la poisse. Donc on dit que ça va mieux aussi. On dit que ça va mieux quand même aussi. On arrive à le dire. Que ça va mieux, globalement. La Grèce va mieux, oui, l'économie mondiale va mieux. Non, mais la Grèce va mieux. N'ouvrez pas un débat sur la Grèce à 13h14, un vendredi, alors qu'on essaie de parler des vraies et des fausses informations. Justement, là on est en plein dedans. Antoine Mercier, Frédéric Lordon, juste 2-3 points de vue à vous glisser au passage et vous demander aussi un éclaircissement sur la question de la polarisation des opinions aujourd'hui et de la pluralité aussi de l'information. D'un côté, on a des chercheurs comme Yves Citon qui nous dit dans Libération que les journalistes sont les mieux placés pour fixer des critères en termes de vrai-faux, que le problème va bien au-delà du contenu des informations ou des opinions, qu'il tient aux structures de commercialisation de l'attention, il tient au cadrage implicite des informations proposées. Même type d'opinion aussi pour Dominique Cardon qui estime lui que la critique des médias ne nécessite pas d'instance. Il ne faut pas se laisser imposer un choix fait par d'autres, d'après lui. Grand spécialiste d'Internet et des réseaux sociaux aujourd'hui. Pour le sociologue Gérald Bronner, invité des matins, cette histoire d'instance de régulation, c'est une vraie bonne nouvelle. Écoutez. Le problème principal, c'est effectivement celui de la distinction en fait de l'esprit critique. C'est la réponse politique à apporter qui serait non liberticide en réalité. Parce que précisément, non, on ne peut pas faire confiance à chacun pour trier naturellement, intuitivement les bonnes informations. Pas plus à moi qu'à qui que ce soit. 2 points qui sont évidents. Premièrement, le biais de confirmation, amplification du biais de confirmation. C'est-à-dire plus il y a d'informations disponibles sur le marché, et donc c'est le cas d'Internet évidemment depuis l'apparition d'Internet, massification colossale de la disponibilité de l'information, eh bien ça augmente la probabilité de chance, et ça c'était relativement avéré maintenant, d'aller chercher une information qui va dans le sens de vos idées préalables. Et deuxième point, un autre phénomène, c'est la polarisation des points de vue. Comme mon cerveau a tendance à me confronter seulement à des informations qui vont dans le sens de mes croyances, et les algorithmes, notamment des réseaux sociaux, ont tendance à m'enfermer dans une fréquentation du même, n'est-ce pas, que ce soit sur Facebook ou sur Amazon même, si vous voulez, si vous achetez tel ou tel livre, vous allez être confronté à des propositions d'achat qui vont un peu dans le sens des livres que vous avez déjà achetés. Là, il n'y a aucune mauvaise intention, c'est juste leur business model qui est ainsi fait, mais justement, il y a un effet émergent contre-productif, qui est que, dans cet océan d'informations, on a tendance à constituer des positions d'insularité cognitive, et que cela, c'est favorable à des effets de polarisation, c'est-à-dire de radicalisation des points de vue, c'est-à-dire qu'il y a une concurrence à la pureté idéologique, ah bah toi tu penses ça, ouais, moi je pense ça, mais un peu plus fort que toi, etc. C'est tout à fait humain, mais c'est délétère pour, je dirais, l'atmosphère démocratique. Bon, c'est une vraie fausse bonne nouvelle, en fait, pour Gérald Bronner, l'auteur de La démocratie des crédules. Cette question de la polarisation des points de vue, Frédéric Lordon, mais aussi du mythe de la vérité ou de l'objectivité, comment s'en sortir? Est-ce qu'il n'est pas là le vrai débat? Ah oui, ça oui, en effet, c'est de ça qu'il faudrait sortir, c'est du mythe de la vérité et de l'objectivité. Il y a une idée qui peuple les imaginaires médiatiques et les imaginaires décodeurs sans doute à propos de la vérité, c'est qu'elle aurait pour première propriété d'être absolument virginale. On la représente nue en général. Alors à ce moment-là, pardon, mais hommage à l'immense Guillaume Barou, mon diplôme, qui a dégoté cette image qui, à mon avis, tue le match iconographique sur le débat de la vérité et de la post-vérité. Donc elle sort nue du puits, puis elle est pas contente. Elle a le martinet à la main. Mais évidemment, on ne fait que revenir sur nos pas.
C'est ça qui est le poison de la politique par excellence et qui est par excellence également l'opérateur de la dépolitisation. Donc là ce que nous venons d'entendre là, c'est un magnifique échantillon de ce que j'appellerais la sociologie du marais. Oui, c'est le marais qui règne, n'est-ce pas? Le marais a régné partout dans les médias. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que les médias sont en train de couler, que leur audience s'effondre, qu'on n'y croit plus, etc. C'est quoi le marais? Alors voilà, c'est une notion un peu, c'est une notion un peu délicate. C'est parce que d'un côté, c'est celle qui se prévaut du réalisme, du pragmatisme, de la modération, etc., etc. Mais il ne faut pas s'y tromper. On associe spontanément au marais des images de mollesse. Vous voyez, c'est François Hollande, c'est Flamby, etc., etc. Mais pas du tout. Il y a une radicalité et une dureté cachée du marais qui rend très pertinente cette catégorie du sociologue québécois Alain Deneau de l'extrême centre. Il y a, mais pardon, j'en reviens toujours à ce schème de renversement. Hein. La lecture renversée, c'est un opérateur très puissant. Hein. Je veux dire, les radicalisés ne sont pas forcément ce qu'on croit. Ou plus exactement, quand on parle de radicalisation, il y en a toujours qu'on oublie dans le paysage. Bon, encore une fois, il faut avoir passé des paliers de radicalisation pour, disais-je tout à l'heure, reconduire des politiques qui ont échoué à l'échelle quasiment mondiale. Donc en quoi cette sociologie du marais vous paraît-elle anti-raisonnable, dangereuse d'une certaine manière? Parce que toutes les institutions qui l'incarnent ont fait la démonstration non pas du penser modéré, mais du penser rien. Elles ont fait la démonstration du néant. Bon, donc la question, ça n'est pas penser modéré versus penser radical ou penser polarisé. La question, c'est penser quelque chose. Oui. Donc vous qui pensez tout, vous pensez quoi? Pardon? Vous qui pensez tout, vous pensez quoi? Non, moi je ne pense qu'un certain nombre de choses, très limitées. D'ailleurs, c'est pour ça régulièrement que je ne veux pas répondre aux questions d'Antoine Mercier dans le journal. C'est des questions sur des choses auxquelles j'ai pas pensé. Bon, alors voilà. Alors je m'écrase. Bon, et si vous voulez, on le voit bien simplement. Qui c'est qui est en train de rafler la mise actuellement dans le paysage dévasté des médias? Eh bien oui, en effet, ce sont les pôles dits de polarisation qui sont en effet des pôles où quelque chose se dit, pour le meilleur ou pour le pire. Hein. Bon, alors, qui c'est qui a prospéré? Valeurs actuelles d'un côté, le monde diplomatique de l'autre. Bon, voilà. Alors là, il se dit des choses, vous voyez. Et moi, il y en a qui me sont ignobles parmi ces choses qui se disent, mais je préfère ça à l'anesthésie générale, qui est une fausse anesthésie. Encore une fois, j'y insiste, hein, parce que derrière les anesthésistes, il y a des gens qui ont des projets, des lignes politiques d'une extrême dureté. Explicitons ce qui est dit finalement dans ce projet-là, ce projet du marais, ce projet qui d'extrême centre. Qu'est-ce qu'il dit sur le monde? Et qu'est-ce qu'il veut faire croire? Mais alors, il essaye d'en dire le moins possible, précisément. Si vous voulez, c'est ça. Hein. Il faut organiser le néant et le filandreux pour enrober ce qui est véritablement à l'œuvre. Maintenant, ce qui est à l'œuvre, ça parle. C'est assez éloquent. Hein. Je veux dire, c'est... et depuis très longtemps, c'est la reconduction, l'aggravation même des traités européens contre les référendums, c'est des ordonnances sur le code du travail au sortir de la loi El Khomri, c'est une politique de redistribution fiscale, pardonnez-moi, mais d'une obscénité comme on n'en a pas vu depuis très longtemps. C'est toutes ces choses-là. Alors voilà, en termes marxistes sommaires, mais c'est ça le propre de l'époque, si vous voulez, c'est qu'un marxisme sommaire passe analytiquement comme un chef sur l'époque, comme un chef. Hein. En termes marxistes tout court, donc, c'est le service du capital. Et ça se fait, ça se conduit, ça se poursuit d'une manière extrêmement déterminée et d'une main de fer. Quelle place pour l'État? On peut quand même juste terminer sur ce point. Dans ce débat, est-ce que l'État a raison, d'une manière ou d'une autre, d'essayer de se mettre dans cette course à la vérité? Est-ce que l'État a un rôle à jouer dans cet ordonnancement du vrai du faux? La première partie de votre question était presque rhétorique, c'est-à-dire la poser, c'est y répondre. La place de l'État est hors d'ici, enfin tout simplement. Si le contrôle de la vérité est successivement livré à des décodeurs à gommettes, des géants de l'industrie numérique et à une sous-direction du ministère de l'Intérieur ou du parquet, c'est la fin des haricots, c'est tout. Et est-ce qu'il ne faut pas maintenir ce système médiatique malgré tout qu'on est en train de aussi qui s'effrite? Vous parliez tout à l'heure des verticalités ou des intermédiaires des pouvoirs d'autorité qui se dégradaient. Est-ce que c'est pas aussi dommageable? Encore une fois, je reviens sur cette question. Mais là, je suis entièrement d'accord avec vous. Moi, je fais partie de ces chercheurs en sciences sociales qui pensent que une société n'existe pas sans médiation ni sans institution. Donc, je ne peux que vous rejoindre. De toute manière, les médiations, ça se sécrète presque endogènement, si vous voulez. Non. Donc, les termes du débat,
presse ne sont pas antinomiques des médiations ou pas de médiation. C'est toujours la question des formes. C'est quel type de médiation voulons-nous, quels ont été les effets des médiations telles qu'elles ont fonctionné jusqu'à présent, y a-t-il lieu de les refaire? Et ça, oui, moi je le pense. Les médiations du bien nommé système médiatique sont entièrement à refaire. Merci beaucoup Frédéric Lordon. On peut aller lire vos papiers sur votre blog, si on le souhaite, dont Macron, décodeur en chef, le dernier mise en ligne sur le sujet sur votre blog La Pompe à Finance, et bien d'autres qui sont parus précédemment, également dans les pages du Monde diplomatique où vous signez régulièrement et participez donc à... Quel type d'information polarisée, radicalisée? En tout cas, une vraie fausse ou fausse vraie information. Sérieusement, merci. Merci beaucoup Frédéric Lordon d'être venu autour de cette grande table France Culture. Il est 13h24. Exceptionnellement aujourd'hui, rendez-vous avec le médiateur pour son rendez-vous qu'on retrouvera dans 2 semaines. Ensuite, jeudi en 2. La grande table. Le rendez-vous du médiateur. Exceptionnellement un vendredi. Aujourd'hui, les auditeurs vous questionnent à propos des temps de parole et du parti pris. Bruno Denès, bonjour. Bonjour Olivia Gesbert, bonjour à tous. Alors pour leur répondre, Frédéric Barrère, directeur de la rédaction, et Guillaume Erner, producteur des Matins de France Culture. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour Bruno. Alors tout d'abord, Frédéric Barrère, parlons du temps de parole politique. Sur France Culture, la parole du gouvernement serait-elle trop présente ou à l'inverse, celle de la France insoumise? Dans les deux cas, bien opposés, faut le dire, des auditeurs le pensent et nous l'écrivent. Alors un éternel sujet de mécontentement avec les militants de tous bords, souvent intolérants lorsqu'il s'agit d'écouter un avis différent du leur. Mais entend-on trop de ministres et les élus de La République En Marche sur France Culture? Alors, trop, on aurait même dû les entendre plus. Si on se conforme aux règles des temps de parole du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en vigueur jusqu'au mois dernier. Prenons l'exemple d'avant-hier mercredi. Et la décision d'abandonner la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c'est vrai que l'on a beaucoup entendu le Premier ministre Édouard Philippe, c'est normal, c'est lui qui annonce la décision et donc on l'entend. Alors ce qui peut aussi renforcer peut-être le sentiment de certains auditeurs qui estiment qu'on donne trop la parole à la majorité, c'est que nous aussi journalistes, dans nos papiers, dans nos explications, nos éditoriaux, nos reportages, on reprend dans nos voix les informations données par le gouvernement ou les députés de la majorité, mais parce que c'est la majorité qui le plus souvent donne le là de l'actualité. C'est de l'information. Voilà, c'est de l'information. C'est vrai, en plus, ils sont très très actifs et qu'ils occupent le devant de la scène. C'est vrai avant, c'est vrai maintenant, ça sera vrai après. Mais il y a des règles auxquelles on est obligé de se conformer, Bruno. Alors, il faut le dire aussi, avec l'élection d'Emmanuel Macron, il y a aussi les codes gauche-droite qui ont été cassés, sans compter que dans certains partis dits d'opposition existaient des soutiens au gouvernement. Alors, comment s'y retrouver pour les équilibres sur l'antenne? Oui, comment on y retrouve ces petits? Là, exactement. Effectivement, c'est un chamboule-tout du paysage politique. Les partis classiques ont éclaté, ils se sont scindés avec des courants, de nouvelles formations sont apparues au PS, chez les Républicains, au Front National. Alors ça, c'est l'ancien monde du temps de parole politique qui a volé en éclat. Alors justement, vous l'évoquiez tout à l'heure, depuis le 1er janvier, le CSA impose un nouveau système de comptabilité des temps de parole. Quels sont, grosso modo, les changements? Alors voilà, donc avec les nouvelles règles du temps de parole en vigueur depuis 19 jours, il n'y a plus de majorité et d'opposition. Ça, c'était ce que l'on comptait avant. C'est classique. Majorité-opposition, c'est fini, ça, il faut bien le comprendre. Désormais, il y a l'exécutif et les partis. Alors l'exécutif, c'est bien sûr le président de la République, ses conseillers, le gouvernement bénéficient d'un tiers du temps de parole et les partis, toutes les formations politiques, qui doivent bénéficier des 2 tiers du temps de parole sur 1 heure de parole politique. L'exécutif à 20 minutes, les partis 40. La subtilité, et c'est comment on équilibre alors entre les partis. Ça, c'est le nouveau monde politique depuis le 1er janvier, parce que, en tout cas pour le CSA, parce que il y a le PS, mais il y a aussi Génération, il y a les Républicains, mais il y a aussi les Constructifs, il y a le FN, mais il y a aussi les Patriotes, il y a la France Insoumise, et puis il y a aussi les Verts, et puis il y a aussi le PC, et puis il y a aussi le MoDem. Alors on doit tenir compte de plusieurs facteurs. Le résultat des dernières élections, le nombre d'élus, l'importance des groupes parlementaires, bien sûr les sondages. Certains partis sont effectivement plus actifs que d'autres, mais ce qui est important, c'est que tous les partis aient du temps de parole, parce que c'est la démocratie. Alors, à propos de temps de parole, des auditeurs se sont insurgés contre la matinale de mardi consacrée au dossier de Notre-Dame-des-Landes. Un parti pris délibéré en faveur des opposants à l'aéroport, nous dit Philippe. Marie ajoute beaucoup de complaisance à l'égard des zadistes et de leur occupation. Et Eric résume le sentiment partagé. Pas d'équilibre de l'information, seuls les opposants à l'aéroport ont pu s'exprimer. Alors, Guillaume Erner, pourquoi ce parti pris ?
On a réfléchi à ce que l'on pouvait faire à ce sujet et on s'est dit que finalement ce qui était intéressant, c'était d'entendre la parole des zadistes. Et je l'ai répété, j'ai dit que cette parole, elle serait effectivement entendue par les auditeurs et que chacun se ferait son opinion, favorable ou défavorable. Et j'ai repris dans ma voix la totalité des arguments contre leur mouvement, autrement dit en faveur de l'aéroport. La totalité de ces arguments ont été invoqués devant ces zadistes, devant ces agriculteurs, et donc ils ont pu répondre. En fait, la matinale de France Culture n'est pas un lieu agonistique où l'on peut avoir de la polémique, où l'on peut faire des plateaux type chasseur écologiste. Je l'avais fait naguère d'ailleurs sur ce même sujet quand je travaillais dans une autre radio amie. Ça s'était très mal passé sur le plateau. Il y avait les opposants et ceux qui étaient favorables à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Ça s'était terminé en pugilat. Il était impensable de faire cela aujourd'hui. Et je me suis dit qu'effectivement, ce qu'il y avait, si vous voulez, de plus prégnant aujourd'hui, c'était ce mouvement qui devait être appréhendé comme un mouvement social. Et encore une fois, les auditeurs ont tout à fait la possibilité d'être très hostiles à ces gens ou bien de les entendre uniquement pour se faire leur opinion. Donc c'est un point de vue que j'ai pleinement assumé. Je l'ai dit d'ailleurs dès l'introduction de l'émission. Alors il y en a certains aussi qui disent pourquoi n'avoir pas enregistré et diffusé des partisans de la construction du nouvel aéroport? Eh bien, tout simplement parce que, encore une fois, j'ai repris ces arguments dans ma voix. C'est-à-dire, je leur ai dit, voilà, par exemple, il y a eu un référendum, ils m'ont dit, bah non, pour nous, c'est pas un référendum, c'est une consultation. Je leur ai dit, mais il y a des nuisances pour les habitants de Nantes. Bref, toutes ces questions-là, si vous voulez, je les ai reprises, je les ai mises dans ma voix, et donc dans un souci d'efficacité et d'équilibre.